Le budget 2025 annoncé par le gouvernement ivoirien est estimé à 15 339,2 milliards de francs CFA et c'est la question qui est au cœur de notre nouveau numéro de cet écho en compagnie de notre invité, M. Camus Bomisso, qui je rappelle est administrateur indépendant et également expert reconnu en gestion des risques et processus stratégiques. Merci d'être encore en notre compagnie. Merci, M. Kodjo. Alors, à présent, nous allons parler de transformation économique et sociale. Comment est-ce que vous pensez que les investissements stratégiques, donc 20% en agriculture, 15% en santé, éducation, 25% en infrastructure, comment vous pensez que tous ces investissements-là pourraient catalyser la transformation structurelle de l'économie en Côte d'Ivoire? Alors, ça s'articule très bien sur la question que vous avez posée tout haut tout à l'heure. En fait, les dividendes de ces investissements-là seront constatés un peu plus dans le temps. D'accord. À horizon moyen long terme. Sur le long terme, ok. Absolument. C'est comme la plupart des enfants qui sont à l'école primaire, donc en CP aujourd'hui, c'est dans 20 ans, 22 ans, ils seront productifs parce qu'ils seront des cadres et ils seront sur le marché du travail. Ok. Donc en fait, pendant tout ce temps-là, c'est des investissements. Donc pour moi, ce sont des investissements qui prennent en général une bonne vingtaine d'années, entre 15 et 20 ans. Et ces investissements-là, ils doivent être importants parce que il y a quelqu'un de très brillant comme Victor Hugo qui disait « Éduquer un enfant, c'est gagner un homme ou une femme. Et que... C'est un investissement sur le long terme. Absolument. C'est un investissement sur le long terme et c'est un investissement en capital humain. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la richesse du sol ou du sous-sol qui sont des dotations naturelles. La richesse humaine. Mais ce qui permet de transformer les choses, c'est l'éducation, c'est l'intelligence humaine qui permet d'avoir de la valeur ajoutée. Et donc, pour capter le maximum de cette valeur ajoutée dans la chaîne de valeur de l'ensemble des processus industriels dans lesquels nous sommes inscrits, c'est d'avoir le niveau de formation, le niveau de compétences maximum pour qu'on puisse capter en proportion plus importante la valeur ajoutée. Et c'est ça qui va faire que finalement, ces investissements-là seront productifs, ils seront performants et surtout, ils permettront d'augmenter l'assiette fiscale parce qu'il y aura un glissement naturel vers une économie beaucoup plus avec une contribution plus importante pour le formel. En fait, je pense que le meilleur thème, c'est la captation mais des impôts avec une bonne traçabilité. Et ça va ruisseler, ça fera qu'on sera moins dépendant des gaps, donc des financements sur le marché. Et du coup, de façon plus organique, on aura des impôts qu'on aura mobilisés parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont contributeurs, en fait, de contribuables, entreprises. Donc au niveau du BIC, impôt, mais l'impôt, le bénéfice industriel et commercial, et la TVA et les impôts sur le revenu qu'on peut capter au niveau des personnes et des ménages. Aujourd'hui, il est difficile dans le monde entier, il est difficile d'élaborer un projet, et la Côte d'Ivoire même ne reste pas en marge de ce truc-là, élaborer un projet sans parler de digitalisation. Aujourd'hui, en ce qui concerne donc le budget de 2025, la digitalisation des services fiscaux et la modernisation de l'administration sont annoncées comme des activités budgétaires assez prioritaires. Quel est votre avis là-dessus et quel impact pensez-vous qu'on doit attendre de cette initiative? Mais justement, c'est une très belle initiative et ça tombe à point mais nommé. C'est des initiatives dont les dividendes vont permettre d'accroître l'assiette fiscale et de transpariser les flux liés à la fiscalité et aux impôts. D'accord. Et donc d'avoir une meilleure captation. Donc ce sont des investissements dans le numérique aujourd'hui. C'est ce que je disais en début de propos. Nous sommes dans un monde en transition. Et l'une des transitions les plus importantes, c'est la transition du numérique. Et donc, le numérique permet quand même de dématérialiser certains processus, de le rendre beaucoup plus rapide, performant, traçable. Et du coup, tout ça, ça va permettre quand même d'avoir une capacité à mobiliser l'impôt. Vous parlez de traçabilité, donc de transparence. Et à ce propos, l'État de Côte d'Ivoire a mis sur pied le nouveau système intégré de gestion de dépenses publiques. Il est présenté comme un outil de rationalisation. Quelle amélioration concrète peut-on attendre de cet outil? Donc, je pense que d'abord, il faut évaluer dans le temps la performance de cet outil. D'accord. D'abord, d'un premier temps, d'évaluer la performance de cet outil. Il y a un pays comme l'Inde qui a fait un truc qui est assez remarquable, c'est qu'ils ont créé un moyen de paiement unique. Ce qui fait qu'avec votre smartphone, avec un QR code, vous pouvez payer dans un hôtel 5 étoiles, au bord de la route avec quelqu'un qui vend,
qui étaient marchands ambulants. Et donc, ça leur a permis quand même d'accroître les bases et de travailler sur la traçabilité. Donc, pour moi, laissons d'abord vivre ce processus qui est plutôt bienvenu. Et évaluons sa performance et puis maintenant les arbitrages de mise à jour, d'évolution. Mais l'initiative, même, elle est dans le moment, en fait. Le momentum est bien sur cette initiative. Maintenant, quitte à voir maintenant, le temps nous dira le caractère performatif, en fait, de ce dispositif. La masse salariale représente 35% de ce budget. Que pensez-vous de cela? Alors, il y a une question qui est posée beaucoup plus en amont, parce que l'État, c'est l'un des plus grands employeurs du pays. Et donc, de façon native, la plupart des gens, quand ils sortent de l'école, ou peut-être ce qui est le plus spontané et le plus disponible pour eux, c'est d'aller travailler comme fonctionnaire. Donc, tout ça, ça fait que la base des salariés augmente au niveau de l'État, donc ça croît. Donc, il y a un parallélisme, une espèce de symétrie, avec de coordination de mouvements entre l'augmentation de la population et la capacité de l'État à faire un budget beaucoup plus croissant et l'augmentation de la masse salariale, parce que l'État, comme toute entreprise, paye ses salariés. Et aujourd'hui, l'État, c'est l'un des plus grands employeurs et la commande publique, c'est l'une des choses les plus importantes. Donc, pour contrebalancer ça, c'est quoi? C'est d'avoir un secteur privé en transition qui soit beaucoup plus performante, qui soit en capacité d'avoir de l'argent à moins de coûts, donc avec des mécanismes de garantie, pour faire les investissements, pour accroître leurs outils industriels et pour pouvoir, derrière ça, embaucher plus de personnes. Et ce qui va faire qu'il y aura une migration naturelle des gens qui nativement voulaient être fonctionnaires pour aller vers le privé. Et ce qui va faire que finalement, il y aura une espèce d'équilibre ou de contribution équilibrée entre le secteur privé et le secteur État dans une dynamique de formalisme et de traçabilité. Je m'explique, parce que les fonctionnaires, ils ont un salaire, tout est tracé. Et le secteur privé fait des efforts, mais il a une contribution qui doit être encore montée un peu plus, se mettre encore beaucoup plus à niveau, dans un environnement de transparence fiscale pour que les choses pour que la contribution soit attendue et au rendez-vous. Alors, une autre question en ce qui concerne ce budget 2025. Il nous faut forcément renforcer l'efficacité du contrôle budgétaire dans l'exécution des 153 programmes qui sont prévus. Comment y arriver? Si vous avez un système intégré, ça veut dire que vous avez un système qui vit à l'intérieur d'un écosystème. Et donc, du coup, vous avez votre assiette qui est bien délimitée, les personnes, les contributeurs totalement identifiés, mais ça facilite le contrôle. Le contrôle est plus difficile lorsque la traçabilité est faible, en fait. Alors que si ce système annoncé est performant, il va rendre la tâche beaucoup plus facile au contrôleur budgétaire. Vous l'avez dit, hein, pour mobiliser l'ensemble de ces 15 339,2 milliards de francs CFA, il y a plusieurs parties prenantes qui rentrent en ligne de compte. Donc, il y a l'État lui-même, il y a les emprunts, il y a des dons. Et dans le cadre du programme du Fonds monétaire international, quels sont les principaux risques, hein, et opportunités pour l'exécution de ce projet, de ce budget, pardon? Vous avez employé tout à l'heure le thème de soutenabilité de la dette. Donc là, je pense que la trajectoire est plutôt vertueuse parce qu'elle tend à baisser le déficit. Donc ça, c'est plutôt un message qui peut encourager les autres parties prenantes, en fait, de ce processus-là, notamment les bailleurs de fonds et tous ceux qui nous prêtent de l'argent pour pouvoir couvrir le gap. Ça, c'est... Maintenant, les choses, il faut les inscrire dans la durée. D'accord. Il faut les inscrire dans la durée. C'est là où je vous rejoins sur le thème risque, parce qu'une trajectoire budgétaire peut être percutée par des incertitudes. Il y a 2 années, bientôt 3 années, il y a eu le conflit russo-ukrainien qui a réaménagé. Avant ça, il y a eu la pandémie de la Covid-19. Et ça, je fais l'économie de ça. Donc, nous sommes dans un monde de polycrise, en fait. Donc, en fait, du coup, nous sommes dans un monde à la fois de transition et de polycrise. Et donc, là, du coup, avec la bonne volonté de l'ensemble des parties prenantes, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des angles morts. D'accord. Des angles morts qui peuvent venir perturber une trajectoire budgétaire. Mais si on s'en tient aux chiffres qui sont annoncés, je pense que c'est de garder, en fait, de maintenir les efforts de sorte
à baisser les déficits, d'articuler la croissance de la population avec, le jeu de l'inflation, de la croissance économique, et notre capacité aussi à transiter aussi, parce que de toute façon, il y a d'autres risques qui peuvent venir perturber notre trajectoire budgétaire, tels que les risques climatiques qui sont, quand ils se matérialisent, et ça se chiffre, on a vu mais des pays comme les États-Unis et la France et l'Espagne qui sont chiffrés en plusieurs milliards d'euros ou de dollars. Alors nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Pour conclure très rapidement, c'est quoi les recommandations, les quelques recommandations que vous pourrez formuler justement pour aboutir à la maximisation de l'impact du programme national de développement 2024-2025 sur la transformation structurelle de l'économie ivoirienne? Moi, je pense qu'il y a du travail qui est fait et ce sur quoi on doit pousser les efforts, c'est de sanctuariser le budget de l'éducation et de la santé. Vous insistez beaucoup là-dessus? J'insiste beaucoup dessus parce que les enfants d'aujourd'hui sont les hommes et les femmes d'après-demain. De demain, ouais. Et pour payer les retraites, il faut qu'il y ait plus de personnes actives que de personnes retraitées. Et les personnes en bonne santé, bien formées, ont une contribution à la richesse nationale que le PIB, plus importante, auront un formalisme économique beaucoup plus traçable, ils vont contribuer à tout ça. Et donc pour moi, ces deux dimensions doivent être sanctuarisées. Et puis ensuite, rester prudent parce que le monde est chahuté par des polycrises, vous l'avez dit. Par des polycrises, par des grosses incertitudes. Et qui sont en train de devenir des méga tendances. C'est-à-dire aujourd'hui, il y avait des phénomènes qui étaient isolés. Aujourd'hui, c'est des phénomènes qui sont qui ont eu une contagion beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous installer durablement dans un monde de polycrise et d'un monde de volatilité. Donc, c'est fait qu'il y a le principe de prudence doit nous conduire à avoir des ambitions mesurées, à travailler, à avoir une économie plus organique, c'est-à-dire une économie capable de lever un niveau d'impôt suffisamment haut pour dépendre moyennement mais des autres parties prenantes du budget, notamment les investisseurs et les banques de financement internationales. Monsieur Kamebo Misso, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Kodjo, de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes administrateur indépendant et expert reconnu en gestion de risques et processus stratégiques. Avec vous, dans ce numéro de cet écho, nous avons parlé du budget établi donc par le gouvernement ivoirien en ce qui concerne l'année 2025. Et cela est estimé à 15 339,2 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent.